Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur la 106.1. Vous êtes sur l'émission Appel Coach Amina. C'est la première aujourd'hui, donc on a démarré avec beaucoup d'ajustements techniques, surtout qu'on essaye de joindre plusieurs plateformes en même temps. Et je vous invite à appeler au 78 518 18 18 si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat et on va les traiter en direct dans l'émission. Donc, pour le moment, on avait une question sur TikTok. Oui. Oui. Alors, dans le secteur agricole, c'est énorme. Donc, ce qui est important, c'est de savoir dans quel domaine précisément et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Pour démarrer une entreprise dans le secteur agricole, c'est important d'aller vous rapprocher du démembrement de l'État. Dans les régions, vous avez ce qu'on appelle les DRDR qui vous donneront plus de précision selon le type d'entreprise que vous voulez démarrer ou selon l'activité que vous voulez démarrer. Alors, autre question, qu'en est-il d'une online business? Est-ce qu'elle a besoin de payer ses taxes au Sénégal une fois que le NINEA est disponible? Alors, quand vous avez une activité en ligne, que vous ayez une activité en ligne ou pas, à partir du moment où l'activité est déclarée, que les gens sont censés vous payer, vous devez payer des taxes dans l'endroit où vous avez déclaré l'activité. Maintenant, la particularité de l'entreprise en ligne, c'est que vous pouvez la démarrer aux États-Unis et qu'elle fournisse des services à des gens qui sont au Sénégal. Donc là, ce qui va être réellement important, c'est de vous assurer que vous avez déclaré l'entreprise dans le pays, que vous connaissez bien les fiscalités liées à ce pays-là. Et là, vous allez suivre la fiscalité de ce pays, même si vous êtes capable de servir des personnes qui vont être partout dans le monde. Donc, Moustapha Diallo, dégg naa wolof, dégg naa anglais, dégg naa français, mais en arabe, là, ça va être difficile de répondre à la question. Donc, je vous invite s'il y a une question, à l'écrire dans la langue de votre choix. Mais en arabe, je vais prendre des cours et on verra. Alors, Ibrahim Ndiaye qui a une question. Je suis actuellement dans les démarches pour formaliser mon entreprise. Je souhaite savoir quelles sont les obligations fiscales qui m'attendent. Alors là aussi, ça va dépendre du type d'entreprise que vous avez créée. Selon l'activité que vous créez, selon l'entreprise, est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que vous allez créer une coopérative? Est-ce que vous allez créer une SARL? Les règles vont être légèrement différentes, mais ce qui va être important de savoir, c'est que si vous vendez des produits, vous allez devoir inclure la TVA dans votre prix parce que vous allez devoir reverser la TVA et de savoir qu'un autre type d'impôt que vous allez avoir, c'est si vous avez fait des bénéfices, vous allez devoir payer un impôt sur le bénéfice sur vos revenus à la fin de l'année. Donc là, c'est important de se rapprocher d'un fiscaliste pour avoir vraiment les détails qui vont être propres au type d'entreprise que vous avez eu à créer. Et qui sait, peut-être que nous aurons l'occasion d'inviter un fiscaliste sur les prochaines émissions. Donc, vous pouvez préparer vos questions sur cette thématique-là et on va se charger d'inviter un fiscaliste pour répondre à ces questions qui vont être plus techniques. Alors, je vérifie juste sur les autres questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc, je vois une deuxième question de Moussa Diallo qui dit « Comment booster la fiscalité locale ?» Alors, quand on dit « Comment booster la fiscalité locale », en général, ce n'est pas une question que les entrepreneurs posent. Au contraire, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer au maximum la pression fiscale. Donc, ceux qui vont se demander comment booster la fiscalité locale, c'est plutôt l'État en général qui ramasse cette fiscalité-là, les impôts que vous avez payés pour pouvoir investir dans des travaux publics et autres. Et puis, dans ce cas-là, en général, c'est accompagner la formalisation des entreprises qui vont payer des taxes, également assainir l'environnement économique pour avoir de plus en plus d'entreprises qui se créent et qui sont en mesure de payer les taxes. Alors, autre question de Cher Tigan Chandoum. Y a-t-il des conditions à remplir pour pouvoir répondre, j'imagine, à une offre, qu'elle soit privée ou publique? Alors oui. Quand il s'agit d'un appel d'offres public, vous allez avoir différents types de conditions.
vous allez avoir déjà tout ce qui concerne les conditions administratives. Donc l'État, ou en tout cas le service public, va exiger que vous ayez une entreprise qui existe, qui soit formelle, doit exiger que vous soyez également à jour par rapport à vos taxes, c'est ce qu'on va appeler le quitus fiscal, et parfois va exiger également que vous soyez à jour par rapport à la réglementation fiscale en ce qui concerne vos employés. Donc là, vous allez vraiment avoir tout ce qui est lié aux conditions administratives. Ensuite, vous allez avoir des conditions d'éligibilité par rapport aux conditions techniques. Donc, ça va être en termes d'expérience, le nombre d'années d'expérience que vous avez par rapport à une thématique ou par rapport à un domaine donné. Ça peut être le diplôme, parfois, pas toujours, hein, mais dans certains cas, on peut exiger que vous ayez 2 personnes qui aient un niveau Bac plus 4. On peut vous exiger en termes d'expérience que vous ayez 10 fois effectuer le même type de marché. Donc ça va changer en fonction des différents dossiers, en fonction des clients. Chacun va avoir comme ça des exigences différentes par rapport aux différents dossiers selon le sujet. Une fois que vous avez maintenant rempli les conditions techniques, vous pouvez être le meilleur techniquement, mais si votre prix est très élevé, vous pouvez perdre l'appel d'offres au profit de quelqu'un d'autre qui s'est qualifié techniquement et qui était plus rentable sur la partie financière. Donc, sur les appels d'offres en termes de secteur public, voilà les conditions que vous allez avoir. C'est sensiblement la même chose quand c'est un appel d'offres privé ou c'est une entreprise, mais l'entreprise n'est par exemple pas obligée de faire une publication dans la presse et autres. L'entreprise peut juste sélectionner 4, 5 et dire je veux la meilleure offre en fonction rapport qualité-prix. Peut être plus souple également dans les exigences dans ce qui concerne quitus fiscal et autres. Donc, c'est ce que vous allez avoir comme différence dans les différents, selon que ce soit un appel d'offres public ou selon que ce soit un appel d'offres privé. OK? Alors, autre question, comment vous pouvez aider les jeunes entrepreneurs? Eh bien, en faisant ce que je suis en train de faire actuellement, en offrant la possibilité aux personnes chaque lundi à 16 heures de pouvoir poser les questions qu'ils ont pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou par rapport à certains blocages que ces personnes vont avoir dans leur activité et également en publiant du contenu régulièrement sur les différentes pages de MINAPRO. Donc, Charlie, j'espère que ça répond à la question. Donc, je vois juste s'il y a des questions qui m'ont échappé. Donc, pour le moment, il semble que non. Il y a une question sur TikTok. Oui, Fatou? OK, donc c'est quel statut d'entreprise? Alors, dans mon cas, je vais parler de mon expérience. J'ai eu à démarrer par une entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que l'entreprise individuelle n'est pas contraignante à créer. Vous pouvez aller à l'APIX et en l'espace de 48 heures, une semaine, vous avez absolument, et je pense 20 000 francs pour ce qui concerne tout ce qui est les timbres et autres. Et ça y est, vous êtes prêt à démarrer votre activité opérationnelle. Ensuite, vous avez la possibilité également d'aller chez le notaire maintenant et de démarrer ce que l'on appelle une société anonyme. Alors, la différence entre l'entreprise individuelle et la société anonyme, c'est que déjà, quand vous allez aller au niveau des banques, vous allez avoir des conditions différentes. Là encore, c'est beaucoup moins cher quand on est une entreprise individuelle. Et également, si dans votre activité, vous envisagez de pouvoir avoir des investisseurs, des actionnaires demain, le fait d'avoir démarré une société anonyme, c'est beaucoup plus souple que l'entreprise individuelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la grande différence entre entreprise individuelle et société anonyme à responsabilité limitée, c'est que si vous avez créé une entreprise individuelle et que quelqu'un vous poursuit parce que, je ne sais pas, il a mangé vos légumes et il s'est retrouvé avec une intoxication alimentaire et qu'il décide de porter plainte, eh ben, quand c'est une entreprise individuelle, la personne peut aller même jusqu'à saisir vos biens personnels. Alors que quand c'est une société anonyme, c'est la société qui est engagée, mais on ne va pas venir saisir vos biens personnels. Donc, c'est une nuance à avoir entre les différents types de sociétés.
Maintenant, une formule qui est intéressante, surtout si vous êtes plusieurs à vouloir créer la société, c'est d'aller vers la coopérative, surtout quand on est dans le domaine agricole, parce qu'il y a de plus en plus de programmes qui soutiennent la coopérative. Alors, je vois une autre question de Charlie qui dit où est-ce qu'on peut trouver des sponsors, aider à trouver des sponsors. Alors, la logique pour trouver des sponsors, c'est systématiquement de se demander qu'est-ce que j'apporte aux sponsors. Si vous venez de démarrer votre activité, je prends l'exemple des influenceurs parce que c'est à la mode d'avoir des influenceurs. Si vous venez de démarrer votre activité et vous dites « je suis influenceur », mais que quand on arrive sur votre page, il n'y a pas vraiment de publication, il n'y a pas de followers, il n'y a pas d'engagement. À ce moment-là, quand vous allez voir une marque et dire à cette marque-là, devenez sponsor parce que j'ai un événement, la marque va dire, mais finalement, qu'est-ce que tu m'apportes vraiment? Alors que si vous avez décidé de vous spécialiser sur une thématique, ça peut être la cuisine, la mode ou autre, et que vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent et quand vous dites j'ai adoré cette marque-là, qui vont se renseigner et autres, à ce moment-là, une marque va se dire « Ah ben tiens, si je l'accompagne, je vais améliorer ma visibilité, je vais améliorer ma crédibilité et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir attirer des sponsors. » Mais la grosse erreur, c'est de penser que parce que je suis en train de faire du social, les gens vont naturellement me soutenir. Parfois, je vois des personnes publier sur LinkedIn et dire « mais les gens sont méchants, voilà, je fais un appel de fonds, je suis là pour soigner le cancer chez les enfants et personne ne cotise ou personne ne participe ». C'est pas que les gens sont méchants, c'est qu'il y a des demandes comme ça, peut-être qu'ils en reçoivent 100, peut-être qu'ils ont eux-mêmes des problèmes personnels à régler. Donc, l'importance de la cause, l'importance que cette cause va avoir pour vous n'est pas suffisante pour engager le public. Donc, c'est vraiment important toujours, quand vous allez vers une recherche de sponsor, de vous mettre à la place du sponsor et de lui faire comprendre, finalement, ah, mais si tu n'accompagnes pas mon activité, voilà l'opportunité que tu manques. Donc, c'est important d'avoir cet état d'esprit quand vous allez vers la recherche de sponsors. Donc, Charlie, j'espère que ça répond à la question sur les sponsors. Ensuite, on a Mansour Sarr qui demande quelles sont les conséquences administratives pour une entreprise qui fait des bénéfices mais qui n'est pas déclarée. Alors, la principale conséquence, c'est que vous ayez la DGID qui viennent faire un redressement fiscal dans votre entreprise et qui se rendent compte que vous n'avez pas déclaré les bénéfices que vous avez réalisés, ça veut dire que vous n'avez pas payé d'impôts pendant un certain nombre d'années, qui va donc non seulement calculer les impôts que vous leur devez et vous allez devoir obligatoirement payer ces impôts-là, sinon vos comptes peuvent être gelés, vos comptes peuvent être bloqués. Vous avez toujours une marge de négociation. Mais donc, je dirais que le principal risque, c'est qu'un jour, les impôts se pointent chez vous, fassent ce redressement-là et que vous soyez contraint de trouver un arrangement pour pouvoir payer les impôts qui sont dus. Donc, c'est la conséquence que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, celle-là est assez dissuasive. Alors, je vois, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, vous écoutez Radio École. Qu'on avait. Alors, oui, quels sont les avantages de créer une entreprise individuelle et de créer une entreprise à plusieurs? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez aller vers des investisseurs, de plus en plus, les entrepreneurs qui ont des associés, qui sont 2 ou 3 et qui sont complémentaires au moment de créer l'entreprise, vont inspirer davantage confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la personne qui décide d'investir dans votre activité va toujours évaluer le risque. Si on a une entreprise individuelle
et qu'on tombe malade, en général, ce qui se passe si on n'est pas assez structuré, c'est que l'entreprise tombe également malade. Donc, quand maintenant on est au moins 2, 3 à avoir créé ensemble cette entreprise-là, en ayant des compétences complémentaires. Donc, comme Charlie, c'est Charlie le cuistot. Si Charlie, tu es chef et que tu décides de créer une entreprise, si tu as un autre associé qui est chef, vous n'êtes pas complémentaires parce que ce sont les mêmes compétences que vous apportez sur la table. Si maintenant tu es chef et que tu as quelqu'un d'autre qui est associé, mais qui va être en point fort, un comptable, un gestionnaire, à ce moment-là, vous êtes complémentaires. Et un investisseur va se dire, ah, mais ces personnes-là sont structurées ou ces personnes-là réussissent à travailler ensemble et l'entreprise va sembler plus crédible ou en tout cas représenter moins de risques pour l'investisseur. Donc, je dirais, parmi les avantages de créer plutôt une société ensemble qu'une entreprise individuelle, c'est ce qu'on va avoir. Autrement, comme je disais tout à l'heure, l'un des avantages de créer l'entreprise individuelle, c'est que c'est plus facile, c'est plus rapide. Et donc souvent, sur les premières initiatives, sur les premières activités, on y va avec l'entreprise individuelle. Donc, c'est un peu les différences qu'on va avoir au Sénégal entre l'entreprise individuelle et la SARL. D'accord ? Donc, vous nous suivez sur la 106.1, sur l'émission Appel Coach Amina. Nous sommes connectés en simultané sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez soit écrire un commentaire pour poser la question. Vous avez également la possibilité d'appeler au 78 518 18 18, surtout pour ceux qui sont connectés sur la 106.1, la radio télé-école. Alors, de plus en plus, quand on parle d'entrepreneuriat, l'une des questions qu'on va avoir, c'est quelle est la bonne raison de se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors suis-je prêt à démarrer mon activité? Donc ici, je m'adresse surtout à ceux qui envisagent de démarrer l'entreprise. En réalité, le motif initial n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de vous assurer que vous êtes en train de créer un service qui répond à un besoin. Je vais revenir sur ce point-là, le temps de répondre à la question de Mamadou Diallo. Est-il utile de démarrer son business en s'attaquant à plusieurs branches d'activité à la fois? Alors, souvent, j'ai envie de dire oui et non. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on démarre son activité, on est tout seul. À partir du moment où on est tout seul, on est obligé de faire plusieurs choses en même temps. Donc, si j'ai bien compris la question, au début, on va être obligé d'être nous-mêmes dans le service, d'être nous-mêmes dans la comptabilité. Donc, si branche d'activité s'est entendue dans ce sens-là, souvent on est obligé parce qu'au démarrage, on a rarement les moyens d'avoir une expertise pour chacune de ces fonctions-là. Maintenant, si la question c'est est-il utile de démarrer son business en s'attaquant à plusieurs branches d'activité? Ça dépend. Si vous êtes en train de me demander est-ce que je peux être dans la cosmétique et faire en même temps des shampoings, des crèmes pour le corps et autres, ça va dépendre déjà de l'investissement que vous avez à la base, des ressources que vous avez. Si vous avez la possibilité de recruter des personnes, d'avoir différentes expertises, alors à ce moment-là, oui, vous avez la possibilité de démarrer votre marque et à travers votre marque, vous allez avoir différents produits et services. Mais comme je dis encore une fois, ceci va vraiment dépendre des ressources que vous avez au démarrage pour pouvoir commercialiser et présenter votre activité. Autrement, souvent, ce qui est le plus recommandé, c'est de démarrer avec la version la plus petite de votre activité. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir une vision
vous voulez faire quelque chose de grandiose, mais au lieu d'attendre d'être prêt, ce qui n'arrive jamais, mais au lieu d'attendre d'être prêt à lancer cette grande vision, cette grande activité-là, vous allez commencer par ce que l'on appelle le produit minimum viable. Alors ça, c'est une thématique que vous allez beaucoup entendre et qui revient souvent dans les formations liées à l'entrepreneuriat où on va régulièrement vous parler de produit minimum viable. Alors, c'est quoi le produit minimum viable? C'est par exemple, vous avez l'intention de démarrer un restaurant et au début, vous n'avez pas encore les moyens de construire et de faire l'investissement complet pour ouvrir votre restaurant. Eh bien, au lieu d'attendre d'avoir les ressources pour ouvrir un restaurant, vous allez ici choisir peut-être de démarrer avec un menu simplifié. Comme ça, vous avez la possibilité, même de chez vous, de faire des activités de traiteur ou des activités de livraison. Donc ça, c'est un exemple. Donc la question que vous devez vraiment vous poser, c'est quel est le minimum dont j'ai besoin pour pouvoir démarrer, pour pouvoir me faire connaître, pour pouvoir commencer à avoir des clients en attendant soit de trouver les ressources ou de trouver un investisseur qui est prêt à m'accompagner sur quelque chose de bien plus grand. D'accord ? Alors, je vais revenir maintenant sur la question de Charlie. C'est Charlie qui tient l'animation aujourd'hui, hein? Alors, Charlie qui demande pourquoi notre entreprise ne marche pas. Apparemment, je pense que ça doit être ça la question. Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer qu'une entreprise ne marche pas. La raison principal, le point commun en général, ou en tout cas ce qui revient le plus, votre entreprise peut ne pas marcher parce que vous n'avez pas un produit qui correspond vraiment à une demande. Donc, si par exemple vous êtes à Dakar et que vous essayez de vendre de l'eau de mer en bouteille, ça va être difficile parce que a priori, les gens n'ont pas de mal à se procurer de l'eau de mer. Donc, ça, c'est le premier cas où vous allez avoir du mal à faire démarrer votre activité ou à avoir du chiffre parce que le produit que vous vendez n'est pas assez spécial. Pareil, si vous venez au marché et que vous commencez à vendre du gerte caaf de la même manière que toutes les autres personnes qui sont sur le même alignement, ça va être difficile de vous démarquer à un certain point parce que finalement, votre produit n'est pas si spécial que ça et ne se démarque pas de la concurrence. Donc, le premier point, c'est est-ce que j'ai un produit qui répond vraiment à une demande, à un besoin. Deuxième point, c'est la manière dont je réponds à cette demande-là. Qu'est-ce que je fais d'unique? Donc finalement, la vraie question à se proposer, c'est en venant sur le marché, qu'est-ce que j'apporte qui n'existait pas? Ou alors une autre question, c'est si mon produit disparaissait, si mon entreprise disparaissait, est-ce qu'il y a des gens à qui ça va vraiment manquer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver ça dommage? OK? Donc ça va être le deuxième point où vous allez avoir du mal à avoir une activité rentable. Autre point également, c'est le prix. Est-ce que vous avez bien fixé votre prix de sorte à pouvoir avoir un bénéfice qui vous permette de couvrir vos charges? Donc, le prix peut être également une raison pour laquelle vous allez avoir une difficulté à vraiment développer votre entreprise. Donc, Charlie, peut-être tu pourras nous dire dans quelle situation tu te retrouves ou laquelle te parle le plus. Alors, ensuite, on a une question de Mamadou Diallo. Comment réussir une sous-traitance? Alors, peut-être Mamadou, tu pourras nous dire dans quel contexte plus particulièrement. Aujourd'hui, ce que j'entends dans réussir une sous-traitance, c'est par exemple, vous avez un marché que peut-être vous n'arrivez pas à exécuter parce que vous n'avez pas les compétences techniques. Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est à vous d'être très précis
au moment où vous allez choisir cette personne-là, d'avoir un cahier des charges et ne pas s'attendre à ce que la personne comprenne ou sache naturellement ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc, l'une des conditions, si c'est bien ce que j'ai compris, Mamoudou Diallo, pour réussir cette sous-traitance-là, c'est d'avoir un cahier des charges très, très clair pour que rien ne puisse être laissé à l'interprétation quant aux résultats que vous allez demander. Autre point qui est également important quand vous faites cette sous-traitance-là, c'est d'avoir différentes étapes. Ne vous dites pas, par exemple, c'est une sous-traitance et attendre le résultat final pour savoir est-ce que la personne à qui vous avez confié cette tâche est en train de faire les choses conformément à vos attentes ou non. C'est important de pouvoir avoir comme ça des points de vérification périodiques pour vous assurer que la personne est sur une bonne voie et comme ça le résultat final n'arrive pas comme une surprise. Assurez-vous également que vous vous êtes donné suffisamment de marge pour pouvoir réaliser un bénéfice entre le prix que vous avez facturé à votre client et le prix que vous allez payer à la personne qui effectue la sous-traitance pour vous assurer d'avoir un revenu suffisamment intéressant parce que vous prenez quand même le risque de votre crédibilité. Donc, assurez-vous que ces éléments sont couverts avant de confier le dossier à quelqu'un d'autre. Donc, Mansour Sarr qui dit que même pour un arbre, toutes les branches ne poussent pas en même temps. Le mieux, c'est de maîtriser son business et de démarrer petit à petit, absolument. Souvent, ça marche parce qu'en matière de business, il ne faut pas tâtonner. Alors, il a parfaitement raison et c'est d'autant plus important de savoir que, quelles que soient nos certitudes, il y a toujours un écart entre ce qu'on avait comme vision et ce que le marché nous renvoie, ce que le marché nous dit. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir la flexibilité, de pouvoir s'adapter rapidement et de ne pas être têtu. Qu'est-ce que j'appelle têtu ? Je vois parfois des entrepreneurs qui vont lancer des produits en se disant « je suis en avance sur le marché ». Vous ne pouvez pas être en avance sur le marché. Oui, vous pouvez aller vers certaines innovations, mais si vous proposez un produit qui n'est pas attendu, un produit qui n'est pas recherché, qui n'est pas demandé, ça va être énormément de travail de convaincre suffisamment de personnes de réaliser un bénéfice par rapport à votre produit. Donc, j'espère que ça répond à la question. Vous écoutez Radio École. Moussa Khan qui dit « Quand je démarre un projet dans mon village avec mes maigres moyens, je vois que les riches essayent de copier mon projet. J'aimerais savoir comment pallier à ce phénomène. » Alors, il n'y a aucun moyen de pallier à ce phénomène. Si vous faites quelque chose de commun, imaginez, j'arrive et je commence à proposer du mil, de la farine de mil avec mes maigres moyens et qu'une usine vienne s'installer et vende à moins cher, il n'y a rien que je puisse faire à ce niveau-là. Par contre, l'avantage que les petites entreprises vont avoir par rapport aux grandes entreprises, on l'a vu dans Covid. En général, les grandes entreprises vont avoir moins de souplesse, moins de facilité à s'adapter vraiment au marché ou à être proche de leur marché. Donc, en tant que petite entreprise, souvent, vous avez la possibilité d'avoir une certaine proximité avec vos clients, de pouvoir savoir même quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, comment ils se sentaient la dernière fois que vous avez été en contact avec eux, quel est l'élément particulier qu'ils apprécient dans vos produits. Et donc, le fait d'avoir cette proximité avec les clients va faire que vous allez avoir certains clients qui vont préférer vous soutenir, développer cette relation avec vous, plutôt que se retrouver comme un client lambda complètement inconnu au moment où il achète dans une plus grande structure. Donc souvent, ce qui va être important pour pouvoir vous préserver, garder votre clientèle, c'est de bâtir des relations de proximité avec vos clients, de montrer pourquoi c'est tellement spécial quand ils achètent chez vous
pourquoi ils ne sont pas juste un numéro parmi tant d'autres. Si je devais prendre un exemple, si vous avez aujourd'hui des grandes surfaces, quand on va dans une grande surface, personne ne nous connaît par notre prénom ou autre, alors que quand cette personne-là appelle un entrepreneur qui a une taille relativement plus petite, l'entrepreneur va pouvoir lui dire « Ah, on a votre produit préféré, vous nous aviez demandé cet élément la dernière fois, c'est disponible. » Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là que vous allez pouvoir jouer si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un produit qui se distingue vraiment. Alors, autre question sur TikTok. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions sur TikTok, ok. Alors ici, c'est Charlie qui revient et qui se questionne sur le prix. Alors, ce que je constate beaucoup quand je regarde les publications défiler sur les réseaux sociaux et autres, c'est que beaucoup vont avoir des prix extrêmement bas. Si vous avez des prix tellement bas, au point que oui, vous vendez, mais quand vous vendez, vous n'arrivez pas à vous sortir un chiffre d'affaires suffisant pour dégager un salaire que vous êtes en mesure de vous payer, c'est pas la peine. C'est important de vous assurer que vous avez bien calculé votre prix. Et ça, on a eu à faire des exercices avec des entrepreneurs qui n'ont pas correctement calculé le prix. Comment vous allez déterminer le prix? Oui, c'est vrai que la compétition, elle est importante. La concurrence, elle est importante. Mais le plus important, c'est de partir d'abord de vous, de vos charges. Vous avez besoin de bien déterminer quels sont tous les éléments qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication de votre produit. On en voit beaucoup qui vont uniquement calculer les charges directes. Qu'est-ce que j'appelle les charges directes? Si je prends un produit qui est acheté et qui est revendu, c'est voilà la matière première, voilà le prix auquel j'ai acheté. Donc, quand je revends à 10% de plus, quand je revends à 20% de plus, je fais automatiquement un bénéfice. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est important de connaître vos charges directes. C'est important de connaître tout ce qui est matières premières et autres, et on pourra revenir sur les différents types de charges, mais c'est important également de ne pas oublier les coûts cachés. Dans les coûts cachés, on va avoir les emballages, le transport, le client qui renvoie un produit parce qu'il n'était pas content, le coût de Internet, téléphone. Donc, tous ces éléments-là sont des coûts cachés que parfois beaucoup vont avoir tendance à oublier. Donc déjà, c'est important de tenir compte de tous ces coûts-là. Et aussi, votre activité doit vous permettre de payer vos charges fixes. Quand on parle de charges fixes, on parle de votre loyer, on parle des salaires, on parle de l'électricité et autres. Donc du coup, quand vous allez déterminer votre prix, vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur la compétition. Parce que peut-être que la compétition est dans un cadre où elle n'a pas toutes ces charges-là, elle a mal calculé son prix aussi également parfois. Et donc vous, maintenant, devez vous assurer que vous êtes en mesure de vendre un produit qui a suffisamment de valeur ajoutée pour que les gens soient prêts à venir chez vous et pas juste faire une comparaison sur la base du prix. Mais en tout cas, vous devez être sûr que quand vous vendez et que vous vendez une quantité que vous êtes capable d'écouler dans un délai déterminé, vous êtes en mesure d'avoir un bénéfice qui vous permet de couvrir vos charges. Inutile de faire des produits et de faire de l'entrepreneuriat quand ça ne nous permet pas de régler nos charges. Et donc ça, c'est vraiment important pour les entrepreneurs qui écoutent, que ce soit sur la radio-télé-école, sur 106.1, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. C'est vraiment important de revoir vos prix, combien il vous a fallu pour pouvoir produire une unité de produit et sur cette base-là que vous allez déterminer votre marge. Oui, vous allez tenir compte de la compétition, mais pas pour forcément vous aligner, soit pour ajouter plus de valeur ou pour travailler sur votre image de marque pour justifier un prix plus intéressant et plus important. Alors, on a ensuite une question de Boubacar Fofana qui dit quels sont... Alors, je vais mettre la question à l'écran.
quelles sont les méthodes recommandées pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet d'entreprise et éviter l'effet mort-né? Aussi, que recommandez-vous comme stratégie de pénétration du marché, méthode d'acquisition de marché lorsqu'on débute ses activités? Alors, plusieurs questions, Boubacar. Le premier point, c'est éviter un projet mort-né. Le seul moyen d'éviter cela, c'est de faire une étude de marché. Qu'est-ce que j'appelle une étude de marché? Quand vous avez votre idée de projet, vous allez déjà essayer de la vendre, entre guillemets. Ça veut dire que vous allez voir les personnes que vous avez ciblées. Les personnes que vous pensez vont être intéressées par votre produit et regarder combien de personnes sont prêtes à acheter mon produit. Si vous avez validé le fait que les gens sont à la recherche du service, du produit que vous êtes en train de commercialiser, au prix que vous êtes en train de le faire, à ce moment-là, vous avez validé que votre produit est attendu avant même de lancer votre activité, avant même de créer l'entreprise, de passer aux étapes de formalisation. Et c'est à ça aussi que sert l'étape du produit minimum viable. Vous écoutez Radio École. Vous allez aller dans une démarche de tester le marché, de voir est-ce que c'est cette version qu'ils aiment, est-ce que c'est ce package qu'ils préfèrent. Donc c'est vraiment important de vous rapprocher le plus possible des gens qui sont censés attendre vos produits, des gens qui sont censés vouloir vos produits pour vous assurer que la demande, elle est vraiment là. Donc, c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, de vous assurer que votre produit ne sera pas mort-né, parce que si vous êtes sûr qu'il y a une demande au moment de l'étude, c'est ça qui va déjà vous permettre de valider. Est-ce que finalement, vous avez intérêt à mettre autant d'argent pour pouvoir lancer cette activité-là? Donc ici, tout dépend vraiment de l'étude de marché. Maintenant, l'étude de marché peut ne pas être compliquée. Elle peut ne pas vous demander d'aller chercher des consultants ou autres, bien au contraire. Si vous êtes dans une zone et que vous entendez tout le monde se plaindre, donc je ne sais pas, je prends un endroit où il n'y a pas assez de glace, par exemple, pour conserver le poisson ou autre, alors qu'il y a un marché aux poissons, et vous décidez de mettre une unité de production de glace, vous savez que les gens sont en train de rechercher cela. Vous allez également évaluer quand vous n'êtes pas là, où est-ce qu'ils vont trouver leur glace? Est-ce que vous êtes capable de fournir cette glace-là à un produit plus intéressant? Pas. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de vous assurer que votre entreprise n'est pas mort-née. Alors, nous sommes de retour sur la 106.1, sur la radio Télé-École, et on avait une question. On avait une question de Boubacar Fofana. On a déjà abordé le point sur l'étude de marché et également que recommander comme stratégie de pénétration du marché ou méthode d'acquisition de parts de marché. Ce qui est vraiment important dans un premier temps, c'est de se faire connaître. Donc, vous allez avoir des stratégies de pénétration qui vont être liées au prix. Donc, vous pouvez décider de faire des offres spéciales pendant une durée déterminée et vraiment les présenter comme une offre spéciale pour ne pas que les personnes aient l'impression que c'est ça la réalité de vos prix. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là de pouvoir préciser offre spéciale de lancement. Donc ça, c'est une stratégie que vous allez pouvoir avoir. Ou alors offrir la livraison gratuite. Parfois, vous avez la possibilité de faire du porte-à-porte. Donc ici, dans cette stratégie de pénétration, vous êtes en train de jouer sur le prix. L'autre élément peut être jouer sur votre stratégie marketing en ayant une manière très innovante de vous faire connaître et de faire connaître vos produits aux différents clients pour qu'ils sachent que il y a un nouveau player sur le marché, il y a quelque chose de vraiment innovant qui arrive sur le marché. Donc, j'espère que ça répond aux questions de Babacar Fofana. Il va nous rester 5 minutes avant de clôturer cette première édition et de vous donner rendez-vous lundi prochain. Et c'est une question de Babacar Ndao. On a 2 questions de Babacar Ndao. La première, quels sont les seuils des appels d'offres? Alors, ça va dépendre. Est-ce que c'est un appel d'offres de service? Est-ce que c'est un appel d'offres pour
prestations intellectuelles, est-ce que c'est un appel d'offres pour des travaux? Donc, le détail va être précisé sur les termes de référence. Donc, sur les termes de référence que vous allez avoir, vous allez savoir quels vont être les seuils par rapport à ces appels d'offres-là, selon le type d'appel d'offres que vous avez. Donc, ça diffère. Ensuite, autre question. Quel est le meilleur choix pour investir entre fonds propres et emprunts? Alors, tout dépend en réalité. Si vous-même, vous avez des fonds propres, après avoir fait ce que l'on appelle souvent votre épargne d'urgence. L'épargne d'urgence, c'est quoi? C'est un peu comme une épargne de sécurité où vous voulez avoir couvert plusieurs mois de vos charges et que vous avez mis ça de côté et que vous n'avez pas besoin d'y toucher. Pourquoi on parle de l'importance d'avoir un fonds d'urgence? Quand on est un salarié, c'est parce qu'on peut perdre son emploi de façon imprévue. Ça nous laisse une marge et suffisamment de temps pour retrouver un autre emploi. Ou alors, quand on lance son activité, en général, il nous faut plusieurs mois, parfois plusieurs années, avant que l'activité puisse nous payer un revenu identique à celui que l'on avait. Donc, souvent, c'est recommandé d'avoir d'abord constitué cette épargne d'urgence-là et ensuite, si vous avez la possibilité avoir une autre épargne pour votre investissement. Donc, typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une personne qui a son salaire qui lui permet de couvrir ses charges et qui, en même temps, va cotiser à une tontine, par exemple, ou alors va préparer une demande de financement auprès de sa banque pour pouvoir démarrer son activité. Donc, le meilleur choix, c'est vraiment au cas par cas. Tout dépend de votre situation de départ. Dans mon cas, j'ai préféré démarrer sur fonds propres parce que ça m'évitait cette pression-là en termes de trésorerie de devoir rembourser un emprunt très, très tôt. Donc, tout dépend ici des relations que vous avez avec votre banque, également de votre situation financière au départ. Donc voilà pour la question de Babacar Ndao. Il me reste juste 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube ou également sur la 106.1, la radio télé-école, sur la bande FM. Et je vous dis donc rendez-vous lundi prochain à 16h sur l'émission Appel Coach Amina. Bye bye.